Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quad 9. Aujourd'hui, nous allons parler de chlordécone. Quelles sont les répercussions sur notre santé? Et j'ai le plaisir de recevoir à Zouk Télévision le docteur André Edouard. Bonjour docteur, merci. Bonjour. De nous faire l'amitié de venir nous expliquer. Alors c'est vrai qu'en ce moment, la chlordécone passe en second plan, j'ai envie de dire, par rapport au Covid-19, mais en tout cas, ça reste quand même quelque chose, un gros désagrément, on va dire ça comme ça pour nous. Donc, vous nous avez emmené un fascicule avec plusieurs parties très intéressantes. Alors déjà, peut-être nous parler un petit peu de vous. Qu'est-ce que vous faites dans ce combat et avec quels sont les autres médecins qui vous accompagnent dans ce travail? Bien, je suis André Edouard. J'ai été pendant une quarantaine d'années le chef du service des maladies de l'appareil digestif à l'hôpital Zobda Kitman. D'accord. Après ma retraite, où j'avais un petit peu de temps, j'ai décidé de prendre ce combat parce que c'est un combat très important pour la santé. C'est un combat qui a un lien avec le tube digestif puisque c'est ce que nous ingérons qui apporte un peu de chlordécone et dont les conséquences sont très graves. Et j'avais des amis qui étaient dans ce combat. J'ai perdu un ami agriculteur et pour sa mémoire, j'ai décidé d'enfourcher ce combat. Bien. Et vous êtes accompagné, je vois, du docteur Serge Chalon, du docteur Josiane Jospélage, qui est déjà venu à Zouk Télévision, le docteur Jean-Michel Macny, qu'on dit? Macny, oui, du Lorrain. Et le docteur Charles Couist, gynécologue très connu ici à la Martinique. Oui. Et ça fait combien de temps que vous êtes mis dans ce combat-là avec eux? Oh, ça doit faire 5 ans à peu près. D'accord. Oui. Vous venez de dire quelque chose de très important, c'est le tube digestif est impacté parce que c'est ce que nous ingérons qui nous pose problème avec cette histoire de chlordécone. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça agit sur l'organisme? C'est pas quelque chose comme la pandémie qu'on peut respirer. Il faut manger un produit impacté par ça. Oui. Le chlordécone est dans le sol pour des centaines d'années, sauf si on trouve des solutions. Ils ont parlé de 700 ans. Oui, ouais. Oui, mais c'est pas une raison pour pas se battre. Hein. Ah bien, au contraire. Et dans le sol, il va dans des racines. Les racines vont dans le fétou. Quand c'est cuit, ça va dans l'assiette. Donc, il y a une filière alimentaire. D'accord. Voilà. Mais alors, est-ce que les produits qui sont hors du sol ont aussi le problème de chlordécone? Bon, alors... Tomates, par exemple. Il y a un débat qui a dit que le chlordécone montait dans le bananier et s'arrêtait à la première patte du régime. D'accord. Le problème de ces études, c'est que ce n'est pas nous qui les avons faites. D'accord. Donc, il est temps, on va déjà aborder ce sujet, qu'on ait un organisme de recherche qui nous soit propre et que nous pilotions nous-mêmes pour savoir où est la vérité. D'accord. Et c'est un peu dans la quête de vérité que nous avons établi cette plaquette à la demande du Lionnage Food Dépollué Martinique, oui, qui est un organisme qui se bat pour ce combat-là, qui nous a demandé de nous mettre ensemble, de faire la recherche bibliographique qu'il fallait afin de préciser sur un document daté, car comme vous le voyez, il y a la date à la première page, sur ce qui est démontré, publié et vrai à cette date-là. D'accord. Bien sûr, les recherches vont continuer. La vérité de juin 2021 n'est pas nécessairement celle de l'année prochaine, mais nous avons voulu préciser ce qui était démontré à cette date-là. Vous êtes un sage, hein, docteur? Je suis un sage. Alors, je suis un sage précoce, parce qu'il y a 20 ans, sinon plus, je présidais déjà le comité des sages du CHU de Fort-de-France. Bon, ben voilà, je ne suis pas tombé loin alors. Je suis même en retard. Alors, en 1951, synthèse par deux chimistes, Gilbert et Giolito, est mis sur le marché en 1958. Donc, c'est le produit là. Le produit est découvert au début des années 50. Oui. Et très vite, très vite, sa toxicité est démontrée. C'est-à-dire, vers 55-56, on découvre qu'il est reprotoxique et neurotoxique. C'est-à-dire toxique pour le système nerveux, neurotoxique, et toxique pour tout le système de la reproduction humaine, reprotoxique. D'accord. Et malgré ça,
Cette histoire qui a maintenant 70 ans, parce que de 51 à 2021, il y a exactement 70 ans. Oui. Malgré tout ce qu'on savait très tôt, malgré tout ce qui a été démontré, malgré l'accident de l'usine d'Hopewell en 1975 aux États-Unis, qui a entraîné l'interdiction en 1976 aux États-Unis, il a continué à circuler. Il a changé de robe, puisqu'en 1981, il s'appelle Curlon, pour changer, mais il continue à circuler. En 1990, il est interdit en France, mais il reste encore une petite dérogation pour ceux qui n'en ont pas eu encore assez. Dérogation accordée à la demande de parlementaires martiniquais, semble-t-il, ou encore de certains grands responsables d'exploitation. Parce que, en fait, dans cette histoire, on veut jeter l'opprobre sur tel ou tel, mais il me semble qu'il y a eu plusieurs combinaisons, j'ai envie de dire. Et il ne s'agit pas pour moi de dénoncer qui que ce soit. C'est ça. Ça s'est fait parce que des gens ont demandé à d'autres de voir s'ils ne pouvaient pas. Et d'ailleurs, quand ils avaient fait une première demande, on leur a dit « Mais non, c'est pas nécessaire parce qu'on a déjà fait, au niveau du gouvernement, une prolongation de 2 ans, donc ta demande n'est pas nécessaire. » Ouais. Mais ils savaient quand même la toxicité de ce produit. Depuis 50 ans. Bien, voilà. Les choses sont dites. Oui. Alors, la petite histoire du chlordécone, donc ça c'est la première partie, mais si vous voulez nous expliquer, docteur, ce sera avec plaisir, parce que vous expliquez ça avec beaucoup de sagesse, je trouve. Non, là on a, bien sûr, il s'agit d'un dépliant qui synthétise beaucoup de choses. Hein. Oui. Nous avons pris une version longue avec un livret d'une 40aine de pages qui est en train d'être finalisé. D'accord. Sur lequel toutes les dates, toutes les périodes seront précisées. Donc là, nous avons insisté sur l'invention du produit en 1951, la fabrication qui commence à être industrielle en 1966, ouais. Et dès 1965, donc, la toxicité était déjà bien démontrée. En 1972, officiellement, on dit que l'utilisation a commencé en Martinique, mais il y en a qui pensent que c'était déjà avant ça. D'accord. Mais la date pour laquelle on a des preuves, parce que l'intérêt de ce document, c'est des choses démontrées. Oui, démontrées. C'est 72. Les documents n'ont pas disparu entre la Martinique et la France, là. Non, ils sont même visibles. Ceux qui disparaissent, ils réapparaissent. Très bien. Bonne nouvelle. En 1975, il y a cette fameuse explosion dans l'usine de Hopewell où on a tous les signes de la toxicité aiguë. C'est-à-dire que d'un seul coup, les gens sont exposés à une dose importante. Et ils ont les premières manifestations, c'est des manifestations neurologiques. Les ouvriers se mettent à trembler. Ok. Voilà. Ensuite, d'autres signes vont apparaître. L'augmentation du volume du foie, des céphalées, enfin, un certain nombre de symptômes qui ont permis de bien cerner l'intoxication aiguë et de chercher aussi des traitements pour permettre de faire repartir le produit. Mais à l'inverse de la France, docteur, il me semble que les Américains ont pris des mesures rapides pour essayer d'arrêter ça. Eh bien, explosion en 1975, interdiction du produit en 1976. Voilà, il n'y a pas... On n'a pas tergiversé là-dessus. Et quand la FDA a dit non, l'administration américaine, sur l'alimentation, quand elle dit non, non, c'est non. Il n'y a pas de dérogation. Voilà. Il n'y a pas sur-dérogation. Il y a aussi autre chose que j'ai cru comprendre à travers tout ce qu'on a déjà entendu. Oui. Même ceux qui travaillaient dans les bananes, des fois, entre guillemets, c'est l'appellation qu'on donne, le béquet leur permettait de prendre un petit peu pour qu'ils puissent, dans les jardins créoles, passer aussi, désherber ou je ne sais pas trop quoi, les plantes créoles qui étaient... Donc en réalité, ce n'est pas seulement les plantations de bananes, c'est probablement dans les jardins créoles. Autour de chez nous, il y a eu ça aussi. Absolument. Quand vous êtes un bon ouvrier, il faut qu'on vous gratifie. Mais c'était un drôle de cadeau. Ouais, oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, une autre question, je fais digression, mais je vais arrêter de faire ça. Tous les produits qui sont vendus sur le bord de la route en Martinique, est-ce que ces produits sont analysés? Est-ce qu'on connaît la provenance de ces produits? Est-ce qu'il y a un traçage qui est fait? Ça fait partie des objectifs aussi de ce combat, c'est d'obtenir la traçabilité de tout, d'autant plus que on va voir ça tout à l'heure, c'est pas les grosses doses qui font des gros dégâts, même des doses infimes perturbent le cerveau en particulier.
Donc, ce qui se passe au bord de la route, je ne sais pas et je ne connais pas. Et je pense que si ça se vend au bord de la route, c'est parce que ce n'est pas vendable au supermarché ou au marché. Où là, sur la traçabilité, il y a d'autres exigences. Voilà, c'est dit. Oui. Alors, ensuite, docteur. Donc, je vous disais, l'explosion, l'interdiction aux États-Unis tout de suite, et ça continue. Les brevets sont achetés par la France, on change le nom. Ce produit a changé 6 ou 7 fois de nom. Et en changeant la robe, on n'a pas changé la dame. Il devient Curlon et continue à être commercialisé en France officiellement de 81 à 90. Parce qu'après l'interdiction aux Américains, le brevet est racheté par une société qui le fabrique au Brésil, le fait retourner en France par d'autres moyens et l'envoie ensuite à la Martinique. Mais est-ce qu'il est toujours vendu en France? Oui. Il est toujours vendu en France? Oui, c'est seulement en 90 que la France interdit son usage pour son Occident. D'accord. Son hexagone, mais pas pour ses dépendances. Bien. Ok. Donc c'est ce qu'on a un petit peu résumé dans ça. Et puis ensuite vient la période où ce problème qu'en 90, peu de gens connaissaient déjà. Ensuite, il y a des plaintes qui sont déposées en 2006 et 2007, dont on a reparlé en 2021 parce qu'un juge d'instruction a dit que de toute façon, il y aura probablement une extinction parce que la péremption est arrivée. 2 plaintes sont déposées en 2006-2007. Une nouvelle plainte a été déposée en 2021 par l'AMSES, l'association que préside Mme Jospé Lage. Et cette fois, c'est une plainte contre 5 ministres. Ceux qui ont donné les fameuses dérogations. Parmi toutes ces personnes, il y a quand même déjà pas mal de décédés, mais ils ont agi au nom de l'État, en fait. Ils étaient ministres. Alors, Mme Josse m'a rapporté, donc je dis après elle, que celui dont la ville aurait eu un vase célèbre, Soissons, a dit qu'il ne pourrait pas répondre à cette plainte parce qu'il était trop âgé. Et on lui a dit, mais si vous pouvez répondre à ce courrier, nous viendrons chez vous. D'accord. D'accord. C'est quand même... Je ne sais pas, la France a une façon particulière de gérer certains problèmes. Moi, je pense à ça, je pense à d'autres soucis, cette histoire de plainte contre l'esclavage, enfin tout ce que... Il a fallu que ce soit la Cour européenne qui valide, entre guillemets, la plainte pour qu'on puisse enfin, mais on ne sait toujours pas où ça va aller. Pour l'instant, c'est enregistré. Oui. Ça a été enregistré. Les 2 jours de débat ont été enregistrés. Là aussi, il ne faut pas qu'on perde le film. S'il doit prendre l'avion, on risque de le perdre, mais bon. Ah là là. On va rester sur ça. Donc, première plainte en 2006 et en 2007. Et en 2021, là, c'est moi qui rajoute ça, vous l'avez peut-être dit après. Oui. Il y a une commission d'enquête parlementaire présidée par Serge Letchimy. Oui. Qui est gourmand honnête, tout comme moi. Donc, je pense qu'elle a été sensibilisée à cette histoire-là aussi. Nécessairement. Et aujourd'hui, président de région, enfin président de la CTM. Oui. Est-ce que ces nouvelles attributions permettront de faire avancer le schmilblick? Ce rapport de Serge Letchimy est très important et dans les quelques références que nous donnons, il y figure. D'accord. C'est un rapport d'enquête qui a repris toute l'histoire, qui a des documents, qui a fait retrouver des choses perdues et qui a aussi un certain nombre de propositions pour demain qui sont très intéressantes. D'accord. Et nous avons l'intention de le rencontrer pour lui présenter ce document. Et le rapport que nous avons fait aussi. Votre sagesse n'empêche pas de comprendre que vous ne lâchez pas l'affaire, hein? Peut-être c'est pour ça aussi la sagesse. Je pourrais encore m'adresser et que vous m'offrirez des opportunités comme celle d'aujourd'hui. Ça sera avec plaisir. Je serai au combat. Très bien. Voilà. Alors, docteur, ça impacte quoi, cette chlordécone chez les... Donc, chez ce les rappel historique était important. Donc, oui. Nous l'arrêtons à la grande manifestation du 27 février pour dire que l'histoire de la péremption, ça va pas se passer, la prescription, ça ne va pas se passer comme ça et qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Mais cette histoire n'est jamais finie, elle continue. Mais nous, on l'a arrêtée là. Oui. Alors, pour ce qui est de l'impact,
il y en a pour tous les organes ou presque. Nous avons un peu divisé ça en plusieurs chapitres. Celui de la santé reproductive, et ce sont les docteurs Jos Pélage et Charles Cuisse qui se sont penchés sur le sujet. On va commencer par les bébés. D'accord. C'est les naissances prématurées. Et il y a eu une étude, Timoun, qui a montré que quand la mère était exposée au chlordécone avec des dosages sanguins, il y avait un retentissement sur la durée de la grossesse, c'est-à-dire des naissances prématurées avec des enfants de petit poids, ce qui peut avoir, malgré les progrès actuels de la médecine, un retentissement sur le développement. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut aller dans un laboratoire, se faire tester gratuitement? Est-ce que ça a été... Parce que j'ai cru entendre dire que c'était possible, mais je ne sais pas si c'est gratuit. Quand on voit que actuellement, si on veut faire un test PCR, ça coûte près de 50 ou 55 €. Dans le dernier plan, chlordécone a rendu la gratuité de ce test. Mais je ne vous souhaite pas d'être le médecin à qui un patient vient voir et dit « Docteur, j'ai 1,42 de chlordécone ». Qu'est-ce que vous lui répondrez? La dose admissible de combien, docteur? 0. L'idéal. L'idéal, ce serait 0. Mais il n'y a aucune table qui dit à 0,5 vous aurez telle chose, à 1 gramme vous aurez telle chose, et à 2 grammes vous aurez telle chose. Donc vous avez un chiffre absolu dont l'un des rares intérêts est de démontrer par une étude dynamique, c'est-à-dire si vous faites ensuite un contrôle après un régime particulier, en n'achetant plus au bord de la route, etc., que ça a diminué. L'autre intérêt aussi, c'est dans des études épidémiologiques, c'est-à-dire on prend un grand nombre de personnes et on essaie de voir, pour un taux donné, ce qu'ils ont eu comme maladie. Mais l'individu X qui vient vous dire qu'il a 0,7, je suis assez content d'être à la retraite parce que je n'aurais pas su lui répondre. Et à aujourd'hui, docteur, il n'existe aucun médicament reconnu ou supposé qui puisse évacuer ça de notre corps? Alors, ce médicament passe par le foie. Et au moment de l'intoxication aiguë par l'usine de Poel, ils ont fait des études et démontré qu'il y avait un médicament qui pouvait empêcher au chlordécone d'être réabsorbé vers le foie et qu'il poursuive sa route jusqu'au sel. D'accord. Ils ont fait ça dans le cadre de l'exposition aiguë de l'accident, ça a marché. Mais une fois qu'ils ont interdit ça aux États-Unis, c'est plus leur problème. Mais les gens qui ont essayé de réutiliser ce même médicament pour essayer de diminuer les taux de chlordécone, c'est un médicament qui n'est pas anodin, qu'on peut prendre pendant une période courte. C'est un médicament qui empêche au système de réabsorber vers le foie un certain nombre de produits, comme le chlordécone, mais aussi la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K. Donc en utilisant ce produit de façon prolongée, vous créez un déficit dans ces vitamines. La vitamine K, c'est la vitamine de la coagulation. Je profite de votre savoir pour vous demander la vitamine D. Oui. J'ai toujours entendu dire que nous, sous les tropiques, sous le soleil, on n'avait pas besoin. Oui. Et depuis quelque temps, j'entends dire qu'au contraire, nous n'assimilons pas cette vitamine et au contraire, il faudrait prendre, je ne vais pas donner le nom du médicament, mais il faudrait prendre quelque chose par rapport à ça, les docteur. Je ne sais pas répondre à cette question. Parce que je sais que pendant longtemps, on a dit que le soleil était un excellent agent. Après, on a décidé de doser ces vitamines, en particulier chez les personnes âgées, parce que leur absorption, justement, de cette vitamine était moins bonne, et on leur donnait de la vitamine D. Oui. D'accord, c'est ça en fait. Ça existe. Ça existe, oui. D'accord. Très bien. Donc on revient aux maladies créées. Oui. Donc on a vu la prématurité, il y a un problème d'infertilité, aussi bien chez l'homme que chez la femme.
On a remarqué, les gens qui font des études de spermogramme dans les bilans d'infertilité, que le sperme des hommes était beaucoup moins riche en spermatozoïdes depuis une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, je ne sais plus exactement. Donc, comme le chlordécone est aussi un perturbateur endocrinien, et que tout ça est endocrinien, c'est-à-dire dépendant des hormones, on est convaincu, avec des documents à l'appui, qu'il a un rôle à jouer sur la diminution de la spermatogénèse. Bon, mot savant pour dire fabrication de spermatozoïdes. Et du coup de la natalité. Ce qui explique peut-être que la Martinique, de plus en plus... Alors, ce n'est pas seulement ceux qui partent faire des études. Ce n'est pas le seul facteur de notre vieillissement. Il y a toute une tranche qui est partie, il y a des générations qui vivent ailleurs, mais c'est aussi l'un des éléments à prendre en compte. Je crois que, vous avez dit que j'étais un sage, dans un certain nombre de pathologies, il n'y a pas une cause unique. C'est souvent multifactoriel, mais aux facteurs déjà classiques, il faut ajouter celui-là. Bien. Alors, l'infertilité, donc, c'est ce qu'on vient de voir. Hein? Oui, ça c'est chez l'homme. Chez la femme, même bitin. On a démontré chez les souris gestantes que le chlordécone entraînait un retard de puberté, une atteinte du développement des ovaires. Donc, les ovules sont de moins bonne qualité à partir de l'âge de 30 ans et ils sont moins fécondables. Ils sont d'autant moins fécondables que les spermatozoïdes eux-mêmes sont fatigués. Très bien. Et le docteur Quiz qui faisait avec beaucoup de réussite les FIV, oui. Le pauvre, il doit se dire, tout comme vous, heureusement qu'il a la retraite, parce que ces FIV, des fois, ont sûrement quelques problèmes. Alors, l'endométriose, alors, ça, c'est une maladie, j'ai l'impression qu'elle est connue depuis combien de temps, ça? Ah, ça existe depuis très longtemps. Très longtemps. Mais nous avons enfin, pas nous, parce que c'est surtout les gynécologues qui vivent ça. Oui. Quand on a l'expérience de Charles Quiz, qui est arrivé ici en 72, donc ça fait 50 ans, il a vu évoluer l'incidence de ces choses-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de documents chiffrés, mais des études sont en cours. C'est devenu beaucoup plus fréquent, mais chez des femmes beaucoup plus jeunes et qui font des formes beaucoup plus graves. Et quand ces endométrioses qui s'étendent tout autour de l'utérus, aux organes de voisinage, parfois à distance, et donnent des formes très difficiles à gérer, et que ces patients sont transférés vers des équipes plus spécialisées en France, les spécialistes leur disent « mais nous, on n'a jamais de telle forme en France ». D'accord. La France en hexagonie. Quand je dis en France, pour moi, c'est là. L'hexagone. D'accord. Encore j'ai envie de dire, une pièce au dossier. Oui. Bien. Et là, pour l'instant, on a, parce que c'est hormonodépendant, l'endométriose, et parce qu'on a ces éléments-là, des études sont en cours pour retrouver l'importance de cette maladie ici et essayer de comprendre le lien par le biais de ce perturbateur hormonal sur la maladie. Bien. Alors ensuite, la grossesse, donc... Bon, on a déjà commencé avec les prématurités, mais il y a aussi des fausses couches, des enfants de petit poids, et la prostate, le sein, la thyroïde et tout ça sont aussi concernés par ce produit qui est son rôle de perturbateur endocrinien. Cancer de la prostate à l'âge adulte. Ah oui. Transmission de maladie à la descendance. Donc, lorsqu'on entend certaines personnes dire que nous sommes l'un des départements le plus touchés par des cancers de la prostate, cette étude-là valide ça? Non, c'est pas ça. Nous, on a pris les études scientifiques et on a vu, là, les registres du cancer donnent des chiffres et ces chiffres ne sont pas modifiables. C'est le nombre de cas avec des biopsies qui ont prouvé que c'était bien un cancer de la prostate et on est vraiment dans un peloton de tête. En sachant que c'est plus fréquent chez les Noirs, mais aussi chez les Noirs dans des pays où il n'y a pas eu de chlordécone. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est encore un facteur favorisant. Oui. Mais ce qui a été démontré par des études qui ont mené en particulier des équipes guadeloupéennes, c'est que quand le taux de chlordécone était plus élevé, il n'y avait plus de cancer de la prostate. Il y avait davantage de cancer de la prostate. Ensuite, ils ont démontré que quand
les patients avaient un taux de chlordécone élevé, ils étaient plus sujets à des échecs du traitement classique et à des récidives de la maladie. Ouais. Et sur ça, à part des sommités qui déjugent leurs propres chercheurs, ça ne peut pas être remis en question. Et des récents travaux de l'INSERM ont encore confirmé ça. Et quand la Martinique a voulu, pour donner plus de poids à cette première publication guadeloupéenne, faire une étude en Martinique, on leur a coupé les crédits. Vous savez qui, oui? Non, vous allez nous dire. C'est une dame qui était à la tête de l'Institut national du cancer, qui après est devenue ministre de la Santé, qui après a été candidat à la mairie de la ville de Paris, qui se prénomme Agnès. Buzyn, ça vous dit quelque chose? Oui, Madame Buzyn, oui. Qui est aussi concernée par une plainte assez récente concernant la pandémie. C'est la gestion de la pandémie. C'était la période où les masques ne servaient à rien. Ce qui explique que vous avez gardé le vote sur notre plateau, avec juste raison. Oui. Voilà. Alors, docteur, puisque là, on me signale que le temps est déjà fini. Bon. Je pense que si vous êtes d'accord, il faudra revenir pour une plus longue... parce qu'à ce moment-là, nous prenons des appels téléphoniques, on aura des questions peut-être de téléspectateurs. Oui, si vous voulez. Qui vont poser des questions que je n'ai pas su vous poser. Oui. Alors, la dernière partie, docteur, quand même, on va en dire un mot. On va accélérer rapidement. Oui, je vais arrêter de vous interrompre. Sur les cancers, c'est celui qui a fait le plus de bruit, c'est le cancer de la prostate dont nous avons déjà parlé. Oui. Il y a aussi des données sur les cancers du pancréas chez les exploitantes agricoles, une étude qui a été réalisée à la Guadeloupe et qui est en train d'être finalisée. Il y a non pas des cancers, mais des insuffisances rénales réversibles qui apparaissent chez le rat. Donc, on ne peut pas dire que c'est chez l'homme actuellement. Rien n'a été démontré concernant le chlordécone et le rein chez l'homme. C'est une étude chez le rat. De même pour le foie, c'est quelque chose qui a été démontré chez l'animal, en dehors de l'intoxication aiguë où les gens avaient de la graisse, un gros foie gras au moment de leur poêle. Les perturbateurs endocriniens, on a déjà parlé un peu, le problème de l'obésité chez nous. Et puis surtout, puisque le temps est court, je voudrais insister sur le fait qu'en dehors de cet inventaire des pathologies et des organes, il faut qu'on réfléchisse aux blessures symboliques et spirituelles provoquées par cette intoxication. Vous avez parlé des jardins familiaux, c'était quand même dans notre culture et dans notre tradition. La pêche côtière, ce n'est plus possible. Et tout ça, c'est des choses qui vont obliger à repenser une nouvelle façon de vivre. Et ça ne s'invente pas comme ça du jour au lendemain. Alors la pêche côtière, c'est parce que toute la rivière qui descend dans la mer. Tout simplement. Et draine, donc toutes ces... J'ai failli dire ces saloperies du sol vers la mer. Vers la mer, exactement. Donc on risque de manger des poissons. Contaminés. Alors on nous dit qu'il vaut mieux manger des poissons que de la viande. Là, on va manger des poissons vitaminés à la chlordécone. Contaminé, pas vitaminé. Oui. C'est exprès. Ouais. D'accord. La dernière chose, c'est qu'il faut quand même qu'un jour, tous ces gens se mettent autour d'une table. Les contaminants, les contaminés, l'État. Il faut que ces gens se parlent. Il faut qu'il y ait des excuses. Il faut qu'on discute réparation. Et réparation non seulement pour le présent, mais aussi... On n'a pas eu le temps de parler de l'épigénétique, mais les dégâts, c'est pas seulement pour la génération actuelle, c'est pour les générations à venir, par le biais de toutes petites doses qui sont arrivées au fœtus pendant qu'il était en formation dans le ventre de sa mère et qui vont se transmettre sur plusieurs générations. Voilà pour résumer. Et on rappelle que c'est pour l'instant prévu pour 700 ans. 700 ans, c'est la contamination du sol. Oui, bien sûr. Oui, bien donc sûr. Ça va continuer un certain temps. Non seulement ceux qui, déjà aujourd'hui, ont des grossesses risquent de contaminer leurs propres enfants, mais en plus ceux qui ne vivent pas ici et qui reviennent au pays, s'ils ingurgitent ce genre de produits, ils vont être contaminés et ce sera... Voilà. Eh bien, dis donc, j'ai été très content, docteur, de vous recevoir ce matin, de vos explications détaillées, claires, précises. Donc ce dépliant est disponible à la Maison des syndicats. Oui.
On demande simplement aux gens un petit soutien symbolique qui peut aller de 1 centime d'euro à plus si affinité, parce que ça a eu un coût, bien évidemment. Pas pour rémunérer les docteurs, qui l'ont fait tout à fait gracieusement, mais l'impression n'est pas gratuite. L'impression, je rappelle que c'est un document quadri, c'est-à-dire avec des couleurs. Oui. Ça a été très bien fait, donc je confirme que ce genre de document a un coût. Docteur André-Édouard, merci beaucoup de votre visite. C'est moi qui vous remercie. Et j'espère qu'on pourra faire une émission un peu plus longue avec vos confrères concernant ça. Oui, parce qu'on n'a pas tout dit. Je suppose bien. Voilà. Merci, docteur. Merci à vous chez vous de nous avoir suivis. Merci à Manuela pour la réalisation et à très vite sur Zouk TV.